Bona tarda. Bonsoir. Bona tarda a totes i Bonsoir à tots. tous. Com tot el món. Benvingudes a aquesta nova Bienvenue edició à de la Nit cette des Idees, nouvelle la Nit de les édition, à Idees, la la Nuit Noche des de les idées. Idees, un esdeveniment Il mundial s'agit impulsat d'un per la événement Xarxa Cultural mondial Francesa, lancé par les connectant réseaux els instituts interculturels francesos français d'arreu avec del des món. événements Aquest des acte a instituts Barcelona està français impulsat per de toute l'Institut la Francès de planète. Barcelona Ce i el soir a CCCB, été en aquest organisé segon par event l'Institut consecutiu. français de Barcelone, le Enguany CCCV. també Ceci est vinculada notre a l'École deuxième d'Anthropocène édition. de Lió. Nous avons aussi la Està participation de impulsada l'école virtualment de amb una l'Anthropocène sèrie d'actes qui sont col·laboratius i branchés en vull aprofitar virtuel avec per nous et saludar. on profite l'occasion Ens pour agraïm le la seva saluer. col·laboració en Donc, aquesta on edició de la remercie Nit des Idees, l'occasion especialment a de sa Cédric Duró, participation de la Nuit des Idées, surtout à Cédric Duro qui nous a aidé à organiser notre événement. Max Basser, Aussi director de Marc l'Institut Passer, Francès de directeur de Barcelona, l'Institut i el français seu de equip, Barcelone, son especialment équipe, a Adrien surtout à Bulon, Adrien i Bulon. evidentment Et bien agraïm sûr, on remercie, je especialment la remercie très mescla personnellement i la l'eficiència rigueur et d'Elisabet l'efficacité Goula de del Elisabeth CCCB i Goula del seu equip, du especialment la Maria CCTV et Romero. surtout à Maria Romero Enguany, qui appartient à aquesta son Nuit équipe. des Idees té com tema À cette le occasion, proche, lo proper, la Nuit des Idées allò pròxim, va traiter lo sur le cercano, proche. el prójimo. Et aussi, donc Un dans le tema que sens ens de proposa un temps de proximité, mais reflexió aussi en un moment que d'autrui. vivim Cela fruit de la nous pandèmia, fait on penser precisament s'imposa la sur distància cette pandémie où social il y a le sota distanciement totes les seves formes. social qui est, Hem il y titulat a de multiples específicament dins del tema general impacts. El Proche, lo On a proper, le allò titre proper. de Le Hem Proche, titulat la sessió le titre de cette session Post-pandèmia sur i le on corps de veiem la els pandémie. Vous efectes voyez les socials del effets confinament. sociaux du confinement. Amb dues persones On que compte avec tenen un les treball supports de molt deux potent, participants qui contestatari, possèdent activista, un travail precisament très sobre el fort, des cos i activistes qui les travaillent sur tecnologies. le corps et les Joana technologies. Moy, Nous que avons tenim Joanna aquí a Moy qui est Barcelona, avec nous à artista i Barcelone, qui est investigadora, une artiste i la Wendy chercheuse, Delorme et a Wendy Lió, a Delorme Lió. qui se Així trouve que à una Lyon. investigadora Elle est contemporània chercheuse, que presentaré més en detall écrivaine, tot seguit. També performeur, ens je vais acompanyarà l'introduire après. la Núria Ensuite, Guiu, nous avons ballarina i aussi coreògrafa, Nouria que ens Guiu oferirà al final d'aquest qui acte va nous un offrir vers fragment la del seu fin de treball son acte titulat une Spiritual partie Boyfriends. de son travail Spiritual Hi ha moltes Boyfriends. coses a dir, Il y a és un beaucoup de moment choses à important dire. per totes C'est i un moment tots. très important pour No nous hem de romandre tous. callats, potser Il ne faut pas se confinats, taire, però no peut-être callats. confiné, En mais pas se qualsevol taire. altre acte, en Dans qualsevol n'importe altre quel moment, autre événement, amb la dans Joana n'importe Moy quel i la autre Wendy moment de notre Delorme, que ja veieu histoire, aquí, avec Joanna et és un Wendy, qui vous plaer voyez sur estar aquí l'écran, i je presentar dirais qu'il aquest serait un acte. plaisir de les avoir parmi Normalment, nous. ja ho sabeu, Mais no vous és plaer connaissez presentar. notre période. No és C'est tampoc pas un honor agréable. Ce presentar n'est aquest pas acte, une honneur perquè l'honor d'introduire cet pertany événement ni parce una que altra l'honneur menys als appartient herois à o la narration universitats, des héros, que és la qui narrativa est que sans ens doute estan la imposant des narration de qui les nous institucions impose polítiques depuis les i dels institutions mitjans de politiques, les comunicació médias, hegemònics per fer front qui a aquesta obéissent à pandèmia. l'hégémonie afin de Estar aquí i respecter fer les aquest normes acte de no és cette llavors ni un pandémie. plaer ni Ce un n'est pas honor. un plaisir És una d'être qüestió ici, de ce n'est pas une responsabilitat honneur, c'est une question de en un doble sentit, responsabilité. si Il voleu. y a par contre D'una un double banda, sens. responsabilitat D'abord, la assumir un gest responsabilité, de afin reflexió de per réfléchir, comprometre'ns pour i nous engager, enganyar-nos amb el que pour està nous passant. engager avec ce qui se I passe també, d'altra aujourd'hui. banda, Et d'autre part, être aussi responsabilitat pel fet responsable, de saber responsable parce qu'il respondre-hi. faut savoir comment Responsabilitat i répondre. resposta Nous tenen la mateixa sommes etimologia. responsables. No només volem Responsabilité et donar réponse possèdent respostes, la même sinó étymologie. també obrir Pas seulement preguntes donner des crítiques que ens réponses, facin canviar mais les aussi coses. nous poser des Presentem la Nuit questions. des Idees, On doncs, introduit la nuit com una des idées en tant que responsabilitat que vol responsabilité, respondre une davant la lògica de la responsabilité qui pandèmia i désire contestar répondre à les cette logique de la narratives pandémie normatives et que répondre s'estan à imposant. toutes les Si normes no ho qui fem sont així, imposées. no té Si cap on ne le fait sentit pas ainsi, arriscar-se a fer un on ne acte voit pas le cultural sens de avui en dia, faire ce ni type pels diners d'événement ni per la culturel. possibilitat On de ne le fait pas pour vacunar-se le amb la sou, on Covid. ne le fait pas pour Volem, doncs, se afrontar-hi un contaminer du diàleg que Covid. respongui Donc, al que ens on està offre passant, aujourd'hui un que no és dialogue només pour una donner une crisi réponse à tout ce qui se passe sanitària, aujourd'hui. sinó Ce n'est una pas crisi seulement une del que crise considerem sanitaire, salut. c'est aussi une crise de ce qu'on Què és la considère la salut? santé. C'est quoi la Exactament. santé, finalement?
On désire donc donner une réponse à tout ce que nous sommes en train de passer. Ce n'est pas qu'une seule crise économique. Il y a beaucoup de business qui ferment, des magasins et aussi, mais c'est une crise de l'économie qui n'a pas des indicateurs humains, qui se concentre seulement dans la productivité numérique et mondiale. On subit une crise pas seulement technologique, mais aussi une crise de technologie. L'utilisation en masse, parfois naïve de notre part. Le pouvoir des technologies qui nous ont rattachés, nous ont réunis pendant le confinement, mais qui nous écartent plus que jamais. Les technologies qui jouent avec nos émotions, avec nos désirs, qui deviennent des stéréotypes. Wendy Delors en parlera, avec des données, le big data, qui enrichissent les grandes corporations technologiques. Joanna Moy connaît beaucoup sur ce sujet. Nous sommes en face d'une crise, la crise des corps, des désirs, la crise des effets, des corps qui font de la résistance à cette matérialisation imposée par le distanciement social et sanitaire, des corps qui désirent résister aux stéréotypes, des émotions qui viennent déjà avant de la pandémie et qui se sont imposées d'une manière très forte à cause de l'utilisation en masse de nouvelles technologies pendant les confinements surtout. C'est-à-dire, nous sommes en train de subir une crise politique et sociale parce que la pandémie a montré du doigt les valeurs, les normes, des habitudes individuelles et collectives dans le monde du travail qui montrent les conflits de cette normalité pré-pandémique. Une normalité dont on ne doit pas idéaliser. On ne veut pas y revenir, même pas à un niveau individuel. Pas absolument à échelle collective. La normalité désirée, c'est une normalité critique. Qu'est-ce que cela signifie être normal? L'utilisation critique de nouvelles technologies, les rapports sociaux, les effets sans stéréotypes de nos corps. C'est pour cela que cette nuit des idées doit servir pas seulement pour vérifier ce qui est en train de passer. On ne désire pas seulement les constats des crises au pluriel dont je viens de vous parler, mais on veut y répondre aux crises. C'est de notre côté, c'est notre responsabilité. On veut donc une narration afin de lutter contre l'idéalisation du passé. Il faut créer de nouvelles critiques aux pratiques de vie d'aujourd'hui, contemporaines. Il nous faut une nouvelle narrative pour l'avenir de nos corps, de notre rapport social, de l'utilisation aussi qu'on fait de nouvelles technologies, des pratiques gouvernementales, économiques. La pandémie nous a montré très clairement, on ne veut pas cela pour notre avenir après pandémie. C'est donc l'essence de notre gouvernement aujourd'hui, en face des crises qui produisent cette pandémie. Il est tout à fait facile d'avoir accès aux travaux de Joanna Moy, artistes, chercheuses, qui nous montrent surtout la matérialité de nos clics, de nos souris à l'ordinateur, la matérialité de notre vie numérique à Internet. On pense qu'il s'agit d'une vie virtuelle, pas matérielle. Les travaux de Joanna Moy nous montrent que ce n'est pas le cas. Donc, je vous recommande vivement d'aller joannavirge.com pour voir le projet d'activisme qu'elle a mené depuis longtemps. Il est aussi facile d'avoir accès aux travaux de Wendy Delors, écrivaine, actrice, activiste. Aussi, le roman qu'elle a écrit, elle questionne la normativité des désirs et les stéréotypes de genre. Je suis en train de terminer La mère lassante de la putain. J'espère aussi le mois de mars la publication de son dernier roman, Dystopie viendra le temps du feu. Donc, je ne veux pas donc lire toute la bibliographie, ce sont des ouvrages très importants qui me tiennent au cœur et vous pouvez donc le lire si vous le désirez. Aujourd'hui, nous avons trois parties. D'abord, nous aurons un dialogue qu'on a bien préparé entre Joanna Moy et Wendy Delors. On aura plus ou moins une demi-heure. Après, nous aurons donc du temps pour poser des questions et donc j'essaierai aussi de préciser s'il y a des questions intéressantes à poser et aussi des questions de la part du public. Et finalement, la troisième partie, on aura donc la mise en scène de Nuria Guiu avec une partie de son travail, sans d'autres préambules, toujours dans cette responsabilité, ici et là. Il faut tout partager. Wendy, Joanna, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de votre travail. Allez-y. Merci beaucoup.
Si je ne me trompe pas, c'est Wendy qui démarre le dialogue et après c'est Johanna. C'est à toi, Wendy. Merci. Merci pour ton introduction. Alors, lorsque j'ai été contactée par Cédric Duroux pour l'organisation de cet événement, l'idée c'était de me mettre en relation... On t'entend pas. Est-ce que tu es en train de parler, toi? Ben, moi, je t'entends, mais... Alors, est-ce que mon micro fonctionne? Avec le masque, on ne voit pas, mais je crois que tu es en train de parler et nous, on ne t'entend pas. Oui, je suis en train de... Ah, voilà. Maintenant. Oui, maintenant, oui, c'est bon. Merci, Wendy. Ok. Donc, désolé, vous ne verrez pas mon visage, mais nous travaillons ici avec des techniciens et des techniciennes et il s'agit de les protéger aussi du virus. Donc même si je suis seule sur le plateau, je vais conserver le masque. Donc, merci pour ton introduction. Est-ce que la traduction en catalan vous parvient bien? Oui, pareil que ça marche. Ok. Donc, je voudrais te remercier pour ton introduction, remercier l'école de l'Anthropocène aussi, et Johanna, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger. Lorsque Cédric Duroux nous a proposé de collaborer pour cette réflexion sur le corps et les technologies en période de confinement, Johanna et moi avons imaginé qu'est-ce que nous pourrions mettre en place. Sachant que moi, je suis donc romancière, je suis aussi enseignante, mais j'ai été contactée en tant que romancière. Et puis, Johanna, elle est une chercheuse qui travaille sur les nouvelles technologies. Et on s'est prêté à un petit exercice, à un petit jeu. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe quand les gens interagissent sur Internet ? Pendant la période du confinement et pendant toute la période qui suit, qu'on soit confiné ou pas, on doit avoir des barrières sociales, les corps ne peuvent pas se toucher, et donc beaucoup de nos échanges se matérialisent sur Internet. Nos corps perdent en matérialité dans l'espace public, mais nos identités gagnent en matérialité sur Internet. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Quelle est notre identité numérique en ligne? Donc là, on va avoir un petit dialogue avec Johanna qu'on a écrit à l'avance. Je lui écris comme si j'étais une amie qui lui écrivait un email. Et je lui parle des sites internet où je navigue. Et puis Johanna va vous montrer ensuite qu'est-ce qui se passe concrètement lorsque je fais ça, lorsque je lui écris un email et que je navigue sur Internet. Et on va voir comment mon identité se matérialise en ligne alors qu'elle est à plusieurs centaines de kilomètres de distance de moi, mais qu'elle peut donner des contours à ma présence sur le web. Donc là, j'ai besoin qu'on bascule sur l'écran de mon ordinateur. Impeccable. Donc vous avez à l'écran la version catalane et moi je vais vous lire la version française. Donc c'est une sorte de correspondance fictive entre Johanna et moi par email qu'on a écrit juste avant les fêtes de fin d'année. Chère Johanna, je prends le temps de t'écrire un mail entre 2 réunions Zoom et une réunion Teams. Ce matin, j'étais sur Skype pour me former aux applications Big Blue Button et Ubicast que mon université met à disposition des enseignants. Moi qui ne suis pas très douée en informatique, je suis bien obligée d'apprendre à jongler entre tous ces logiciels. Comment est le quotidien pour toi à Barcelone? Je suis tellement déçue de ne pas pouvoir venir te voir. Mais Ryanair a annulé mon billet. Et il n'y a plus de connexion directe entre Lyon et Barcelone en ce moment. Alors on ne se verra pas pour les fêtes. On va passer le nouvel an chacune de son côté cette année. La perspective d'un nouvel apéro Zoom me déprime. Je crois qu'en plus d'être une nation alcoolique, la France confinée est en train de fabriquer de plus en plus d'alcooliques solitaires devant leurs écrans. Plus personne ne touche personne, nos corps doivent apprendre l'autonomie, nous disparaissons derrière les capuches, les bottes d'hiver, les manteaux et les masques. Nous avons perdu l'habitude du contact physique. La seule chose qui touche la peau de la plupart des gens vivant seuls aujourd'hui, c'est leurs vêtements. Certains jours, je me sens tellement seule que j'imagine une main qui caresse mon dos, une main amie, aimante. Cette pensée m'obsède tant par période que je pourrais en devenir folle. Cette main est presque réelle, mais il n'y a personne au bout de cette main. Je me tiens à mes 30 minutes de yoga matinal, pas tous les jours mais presque. L'autonomie du corps, supporter cette solitude pour la transformer en autonomie du corps, cela passe par ces 30 minutes de chorégraphie matinale devant YouTube.
Dommage que tu ne parles pas français. Il y a cette prof de yoga en ligne qui fait des cours gratuits sur YouTube et qui est fantastique. Delphine Marie Yoga. Peut-être que tu peux suivre ses cours juste en regardant ses mouvements. Il se passe quelque chose d'intéressant avec la pratique du yoga. Je crois que le succès de cette pratique ne peut pas s'expliquer seulement par le bien-être qu'elle procure. Il y a un engouement aussi pour la dimension mystique de la chose qui m'échappe complètement. Je veux dire que je pratique le yoga comme je pratiquais le pilate ou le body pump lorsque les salles de sport étaient encore ouvertes. Une technique corporelle permettant d'évacuer les tensions, d'affermir les muscles, de tonifier la posture. Mais notre époque est en quête de sens. Et puisque les grands mythes sociétaux, occidentaux chrétiens, ont perdu de leur vertu paradigmatique d'explication du monde, on se tourne depuis 2 générations vers les philosophies orientales qui ont gardé leur part de mystère et d'exotisme à nos yeux d'occidentaux désabusés. Je crois qu'on est en train de comprendre la grande arnaque qui nous arrive depuis que nos parents ont cru faire la révolution en mai 68. Mais plutôt que de sombrer dans le pessimisme, on s'accroche à l'alcool, au yoga, à la littérature, à tout ce qui peut soit mettre un filtre entre soi et le réel, soit être le filtre à travers regarder le monde et lui donner du sens. J'ai acheté un livre d'Eva Illouz, cette sociologue géniale, qui parle de l'amour à l'ère néolibérale. Depuis que je vois toutes mes amies s'inscrire sur Tinder, mais sans savoir où donner rendez-vous si l'échange se concrétise en vrai, vu qu'en France, les cafés sont fermés, les restaurants aussi, et qu'il pleut, sans discontinuer dehors. Je voulais absolument en faire cadeau à ma sœur et qu'elle le reçoive avant Noël. Alors j'ai dû faire appel à Amazon. Je t'avais promis de ne plus m'en servir, mais c'était la seule solution pour qu'il arrive dans les temps. Promis, après, je désactive mon compte. Je pense fort à toi, j'avais envie de t'écrire dans ma langue maternelle, alors je vais passer ce texte sur Google Translate pour que tu le comprennes. Des bises, prends soin de toi, Wendy. Bueno. Doncs, gràcies, Wendy. Merci Wendy. Alors, comme Wendy, elle a très bien donc expliqué ce qu'elle avait fait, lorsque j'ai reçu son courriel, je lui ai répondu. Qu'est-ce qui s'est passé au-delà des interfaces et comment ces données qui finalement ont été créées par nos corps, qui finalement ont démarré nos actions, les corps, on peut donc les quantifier et modifier, commodifier, qui est un anglicisme. Qu'est-ce que cela signifie commodifier? Elles sont prêtes à être vendues, exploitées par deux tiers, et donc d'une manière tout à fait financière, plutôt économique. Alors moi je vais lire ce que je lui ai écrit à Wendy et je vais essayer donc de vous montrer le processus d'une manière assez facile de ce qui s'est passé derrière l'exercice qui avait été fait par Wendy. Cher Wendy, j'étais très ému de ton email. Je me pose toujours cette question, comment bâtir le jeu numérique? Quelles sont les parties prenantes dans les processus d'entreprise, technologie, territoire, énergie et le temps? Le pire quand même, c'est que le clone de nous-mêmes, qui n'est pas volontaire de nos corps, on a donc exploité notre intimité pendant qu'on fait du yoga, on achète des livres, on planifie des voyages, on a des réunions avec la famille et des amis. Donc j'ai pris la liberté d'analyser les contenus de ton email, comme le ferait donc une entreprise qui analyse et vend les données des utilisateurs. D'abord, je fais une analyse de ton profil de personnalité par le biais d'un logiciel qui permet d'identifier le trait de ton profil par l'analyse de comment tu écris sur le clavier. Alors, c'est ce que je fais. Donc, j'ai reproduit l'écriture sur le clavier avec une entreprise qui s'appelle Typing DNA. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des tests psychométriques grâce au modèle d'écriture sur le clavier. C'est donc un profil assez bien fait dans l'individu. Donc, on peut voir quels sont les traits, les caractéristiques, si on est une personne sûre, si on est triste, si on est heureux, si on est fier, si on est sûr de nous-mêmes. Et le niveau était moyen. Pourquoi?
Oh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, ils sont capables de l'enregistrer. Cela fait partie de ton identité numérique. Même, on ne peut pas le contrôler, on n'a pas du pouvoir sur ce fait. Je vous invite à aller sur le site Typing Donea. Maintenant, ils sont en train de faire une étude pour des profils psychométriques. Ils désirent encore voir quelles sont les caractéristiques personnelles qui viennent de l'écriture au clavier, au portable, mais aussi à l'ordinateur. Et ils vous demandent un feeling, je peur, mon état d'âme normalement, donc cool. Donc, est-ce que je nécessite manger, boire de l'eau, dormir, la compassion. Peut-être je nécessite une pause. Et donc, ils vont vous demander d'autres choses. Ils vous demandent est-ce que vous voudriez donc décrire cette image donc, de la façon la plus étayée. C'est très compliqué de comprendre, mais si vous y participez, vous voyez les conséquences de tout cela grâce au patron de votre écriture sur les claviers. C'est assez intéressant, je pense. Alors, j'avance. Ensuite, je fais un profil biométrique. C'est détaillé, comme je vous ai dit avant, tout en analysant le style littéraire de ton email. Alors, qu'est-ce que je fais? Il y a un applicatif qui avait été développé par l'Université de Cambridge, qui avait été donc la créatrice de scandale de Cambridge Analytica et toutes les questions du Brexit, les questions du président Trump. Ils avaient développé un logiciel pour faire des évaluations psychologiques très précises. Alors, je mis l'ensemble de textes de Wendy avec le logiciel, je l'ai introduit et j'ai obtenu des résultats. Elle avait 24 ans. Non, c'est pas vrai. Son comportement psychologique était plutôt masculin, 19%. Elle était plutôt conservatrice. Elle était assez impulsive et spontanée, plutôt qu'une personne organisée. Elle préférait donc contempler, elle n'était pas engagée avec le monde. Elle était très compétitive, au-delà de la moyenne. Elle était souvent très stressée et très facilement stressée. Et voilà. Ici, donc, on voit le potentiel du leadership de Wendy et d'autres informations. Alors, d'emblée, on peut dire cela n'a aucune signification. Mais alors, on ajoute des données dans d'autres endroits. Et le profil ne s'avère pas exact, hein, mais si on ajoute des informations des sites différents, c'est comme je le dis à mes élèves, non? C'est comme donc faire de l'horchata. Donc on a le liquide, petit C+, donc comestible, c'est le même avec les données. On doit filtrer et filtrer. On a le profil psychométrique, on n'a pas de l'exactitude, on ajoute plus de données, le profil d'exactitude c'est plus précis, et au fur et à mesure, le profil, les identités numériques, peu à peu, arrivent à avoir plus de sens. Ce ne sont pas de profils exacts vis-à-vis ton propre identité, mais oui, vis-à-vis ton identité numérique, il y a donc une certaine dichotomie. Si vous voulez donc utiliser cet applicatif, vous avez le site, vous avez Apply Magic Source, donc vous avez les traits depuis Facebook, Twitter, le texte, même en écrivant à l'intérieur de cette boîte. Et j'avance. Ensuite, j'ai capté les mouvements de ta souris pendant que vous étiez sur le site. Comme tu peux voir, j'ai encore plus des informations sur ton profil. Qu'est-ce que tu fais, comment tu fais dans ta vie personnelle et privée, et quel est donc le rapport entre ton corps et les interfaces.
J'ai analysé le modèle de la sourire de Wendy pendant qu'elle était en train d'interagir avec le site de Ryanair. Il y a une société qui s'appelle Hotjar qui facilite ce type d'analyse. En fait, Ryanair utilise beaucoup de sites internet utilisent Hotjar. Ils font donc la monitorisation de tout ce que nous faisons dans un site internet, c'est ce que nous cliquons, les attentes, qu'est-ce que nous cherchons. Donc, il ne faut pas oublier que le positionnement de la sourire, c'est là où nous regardons, c'est-à-dire s'il y a un rapport entre corps et sourire, on peut le simplifier par le biais de la souris, mais c'est notre regard, c'est notre corps qui va vers le point, donc vers la flèche. C'est toujours activé? Oui, toujours activé. Tout le monde a toujours acheté, n'est-ce pas? Vous avez acheté un billet d'avion sur Ryanair. Il y a même d'autres sites qui le même. On peut analyser les scrolls. Ici, il y a les zones chaudes. Et Wendy, en ce cas, elle a beaucoup regardé cette partie-là. Et là-bas, non. Elle n'a même pas accédé. Alors, l'ensemble de mouvements sont mesurés au millimètre. Ensuite, ici, je vois donc, nous avons des vidéos qui analysent le mouvement. Donc, ici, vous avez donc l'ensemble de mouvements. Je vais le montrer plus lentement. Si vous avez le mouvement de Wendy lorsqu'elle a accédé à ce site. Donc, vous voyez le mouvement, le scroll qu'avait fait Wendy avec la souris. Ce type d'informations pour les entreprises marketing sont très importantes pour comprendre le mouvement des utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils ne regardent pas. Donc, on peut faire la personnalisation du contenu pour voir l'ensemble de l'activité et tout ce que nous faisons dans un endroit spécifique. Donc, je fais l'analyse de l'utilisateur. C'est assez dystopique. Voilà, j'avance. Cette partie-là, sans doute, me trouble beaucoup. Et je m'excuse d'abord parce que j'entrais dans ton corps. J'ai analysé tes émotions. J'ai analysé les traits de ton visage pendant que tu faisais du yoga. Les résultats me montrent de la tristesse. Est-ce que tu es triste pendant la pratique du yoga? Bon, moi, je n'ai pas réussi à entrer dans les codes de YouTube. Je n'ai pas pu donc introduire cette technologie dans la vidéo YouTube. Il s'agit d'un site internet italien qui s'appelle Emotiva. Il s'agit d'une société qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser des émotions en temps réel des utilisateurs lorsqu'ils visitent n'importe quelle sorte de contenu multimédia. C'est une technologie qui est très utilisée pour la pub, aussi pour des streamings HBO, Netflix, ce type de plateforme pour mieux comprendre qu'est-ce qui gère les contenus dans les utilisateurs et mieux les adapter. Il y a beaucoup de bruit. J'avais donc fait cette vidéo quand j'étais à l'extérieur. Il s'agit d'une démo de cette société. Il m'avait donné l'accès pour en voir. Vous allez voir comment fonctionne. J'ai vu cette vidéo. Il s'agit d'une pub.
Bien, alors, j'avais regardé cette vidéo. Pendant que je regardais cette vidéo, la caméra, elle s'est activée. J'avais demandé de la permission. Il y a beaucoup de sites qui ne donnent pas de la permission. Et j'ai donc fait l'interprétation des émotions que j'avais eues. Et vous voyez donc, j'ai eu beaucoup de peur et tristesse. Cette vidéo, elle est trop sexiste. Donc, le problème, finalement, c'est que ce type de plateformes peuvent commercialiser ce type d'informations sans que l'utilisateur le sache, sans comprendre les implications de l'ensemble du processus. Et donc, j'avance. Par rapport à la visite d'Amazon, donc j'ai obtenu le code nécessaire pour obtenir des données, l'interaction de la page lorsque vous ajoutez la forme de l'amour. Même si on a ce processus d'obtention des données, des changements involontaires du corps physique au corps de données, ce sont très complexes et exigent beaucoup d'énergie pour les exécuter. Afin d'avoir une idée, une interaction minimale avec le site d'Amazon peut signifier plus de 10 000 pages de code écrit. Bon, je n'ai pas pu analyser ce code par des raisons de temps et techniques, mais il y a une année et demie, j'avais publié un projet qui s'appelle La vie cachée d'un utilisateur d'Amazon. J'avais acheté donc un livre Amazon et donc je fais le minimum de pas possible exigé pour moi pour acheter un livre. Il y avait 12 pages différentes. Et ce que j'avais fait, c'était donc de compiler l'ensemble du code que j'avais donc chargé dans mon ordinateur après l'utilisation des interfaces pour le charger et donc pour le montrer, pour écrire des annonces, des suggestions. Et donc, cette personnalisation de l'expérience d'Amazon, on prend des données. Et cela, c'est vrai, c'est donc l'exposition de cet ouvrage, plus de 20 000 pages de code écrit. Nous avons 12 pages, mais il y a 10 000 pages de code. Donc, ce projet désire montrer l'impact matériel de cette, on dirait, personnalisation qui est presque obscène afin donc d'avoir de l'argent, des ressources économiques. Le projet, vous pouvez le voir, il est en ligne. Il y a trois forwards, je ne sais pas comment dire en catalan. Il y a trois textes qui fonctionnent comme en introduction. Hela Roche, Christian Ulrich Anderson. Et selon propos, ce sont les auteurs, ce sont des textes assez intéressants. Et l'analyse est faite à partir de perspectives différentes. Et si vous avez donc l'ouvrage, vous avez les interfaces. Il s'agit donc de 14 minutes de scrolling, scroll down, donc c'est ça, la matérialité, la dimension qui est méritée, c'était ça ce que je voulais vous montrer. Et j'avance. Malheureusement, je dois m'excuser encore une fois parce que moi, je n'avais pas demandé la permission. J'ai donc enregistré la dernière conversation qu'on a eue par Zoom et j'ai analysé ta voix par l'évier et voir quelles sont les possibilités de subir un problème et aussi avoir donc un problème, une maladie du cœur et aussi des anticorps COVID-19. Et en tout cas, tu le sais, il y a des sociétés qui utilisent ce type de données.
Voyons, ce type de société nous disent qu'ils possèdent ce type de technologie pour analyser s'il y a donc des possibilités de subir des problèmes coronaires du corps. On ne sait pas si elles fonctionnent bien. Qu'est-ce qui se passe s'il y a donc un risque de subir un infarctus? Qu'est-ce que cela doit supposer pour moi? Même cette paranoïa dont je pourrais donc même subir. Mais le problème, c'est que ce type de choses, beaucoup de fois, ce type de logiciel, peut-être, il est déjà dans le logiciel de ton portable, comme ça ils peuvent faire la récolte des données. Beaucoup de fois, on oublie les conséquences dans l'avenir. Si on signe donc une assurance, on demande un crédit à la banque, les banques, les assurances ont beaucoup de données qui viennent de beaucoup d'endroits. Dans le cas d'une assurance, s'il y a donc des niveaux de suivi une crise cardiaque, l'assurance maladie peut monter des prix. Donc, il faut aller contre cette identité numérique qui avait été créée par des sociétés, par des biais de logiciels qui sont efficaces ou pas efficaces. Donc, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas maîtriser ce type de décision numérique. Il y a un exemple comme celui de Lyle Wiseman, Forensic Architecture. C'est donc quelqu'un qui est très connu, qui est très souvent, je pense que c'était l'année dernière, il allait très souvent aux États-Unis. En 2019, il n'a pas pu entrer aux États-Unis. Il lui avait dit que l'algorithme lui disait qu'il ne pouvait pas entrer aux États-Unis. I ningú li podia explicar perquè la seva visa havia estat denegada quan feia 2 mesos havia entrat als Estats Units. No? I rebatre totes aquestes identitats digitals és molt difícil, perquè com els hi pots assegurar que no és veritat si tampoc entens com has arribat fins allà? I això és una cosa que anirà amb increment. I la quantitat de dades que s'han recol·lectat durant la pandèmia s'ha accelerat a un nivell brutal, perquè tots hem estat moltes més hores connectats a les que ja estàvem. Hi ha aquesta empresa que es diu Vocalis Health, jo també us convido que l'aneu a mirar, estan fent un estudi per detectar Covid a través de la veu. Aquí ho teniu. I segueixo i ja és l'últim. Finalment, i em sap realment greu acabar aquesta carta amb males notícies. El 90% dels llocs web que has visitat contenien una cookie de Google Analytics, el servei d'analítics més utilitzat al món. Aquesta galeta conté més de 200 paràmetres d'anàlisi de comportament d'usuari, entre els quals hi ha dades demogràfiques, geolocalització, desplaçaments per la pàgina, tipus de dispositiu, navegador i sistema operatiu, entre molts altres. T'imagines tot el que aquestes companyies saben de nosaltres? Com t'ha quedat el cos? I llavors, jo aquí tinc la cookie de Google Analytics que jo he posat en aquesta pàgina web on hi ha aquesta pàgina que he fet servir per la presentació, i jo us convido, els que podeu, si teniu connexió, que aneu a aquesta direcció, que és, no sé si ho veieu bé, és janavirgin.com/cccb, en majúscules, i el vostre cos directament us traslladarà en aquesta interfície. El vostre cos, òbviament, acompanyat del vostre telèfon mòbil, i els mòbils que hi ha per aquí. Però sí que vosaltres sereu els iniciadors, no? I és el vostre cos. Wendy, pots anar? Perquè hauria de sortir Lyon.
Potser no hi ets, ara ho veurem. Je ne sais pas s'il est là ou on va le voir. Ara aquí tenim el 66%. Nous avons 66% en est en train d'accéder par et 33% par le portable. Maintenant, Wendy, elle s'est connectée. Donc, ici, vous avez cette interface de Google Analytics. 90% de nos données, comme je dis, il y a toujours ce type de cookies. On fait donc l'analyse de jusqu'à 200 paramètres différents de notre comportement d'utilisateur. Et voilà, je laisse ce type de questions en ouvert. On peut en discuter. On va voir qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup. Bé, moltes gràcies. Merci beaucoup, Jana et Wendy. Merci beaucoup de vos propos. Il y a sans doute beaucoup de choses que j'ai notées qui seraient très intéressantes par rapport au dialogue qu'on a eu entre nous. D'abord, je pose une question au public peut-être. Qui n'avait jamais fait du yoga avant du confinement et qui a pratiqué du yoga pendant le confinement? Levez la main, s'il vous plaît. Qui a fait du yoga pendant le confinement? Je me souviens que je regardais des films des États-Unis des années 80 où le couple faisait donc session de gym en regardant la télé. Eh bien, on a été ridicule, n'est-ce pas? On a fait le même. On a donc suivi des personnes qui faisaient du yoga sur YouTube. Cela donc fait partie de ce que Wendy nous a transmis. Dans ton exposé, bon, tu as montré une situation assez dystopique. Les données qui sont volées pour une utilisation commerciale, cette dystopie, donc voilà ma première question. Est-ce que cette dystopie, Wendy, fait partie de ton dernier roman? Est-ce qu'il faudra attendre encore un autre roman pour voir comment ce type de technologie, le yoga, nous voir à nous-mêmes en face de YouTube? Est-ce que cela ferait partie d'un nouveau roman? Pas la dernière, pas le dernier, mais il faudra attendre ce type d'image dans tes romans. Wendy, si tu désires intervenir, tu peux m'interrompre. Sinon, j'avance. Je peux répondre à ta question. Tu m'entends? Oui, tout à fait. Très bien, merci. En fait, c'est drôle que tu poses la question parce que dans le roman que je sors au mois de mars, qui s'appelle « Viendra le temps du feu », j'ai imaginé une société qui est une société de contrôle. Et j'ai terminé de l'écrire en décembre 2019, donc avant que la pandémie ne touche la France. Et j'étais loin d'imaginer qu'on aurait un couvre-feu et que nos déplacements quotidiens seraient surveillés, etc. Mais j'ai imaginé une société dans laquelle les individus pourraient accéder à un réseau, mais qu'on n'aurait plus aucune image ou donnée du passé. Alors j'ai discuté avec une personne qui est spécialisée en informatique pour savoir si c'était possible. Ça semble assez compliqué à faire, mais avec cette idée que finalement nos interactions sont à la fois facilitées et limitées par le réseau, et que finalement tout ce que les utilisateurs lambda comme moi, qui ne savent pas faire du code, qui ne savent pas faire de la programmation web, le réseau nous sert de lien social. Et si l'accès à ce réseau est limité, qu'on n'a pas le talent de Johanna, eh bien, on se retrouve aussi limité dans nos interactions, surtout dans une période où la circulation des corps et le contact entre les corps est limité.
Sí, sí, per quina també aquesta... Oui, oui. Le dernier roman qui sera publié en mars parle de cette dystopie. Wendy, alors tu es en train de mettre en rapport notre capacité de rapports sociaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire notre santé dans les rapports sociaux, notre bonheur dans notre rapport social, la capacité d'utilisation des nouvelles technologies, n'est-ce pas? Donc, cela me fait penser à quelque chose dont je parlais pendant les réunions qu'on a eues avant, qui porte sur la question de la santé. Comme je l'ai dit, pendant l'introduction, la crise de la santé de cette pandémie, la crise sanitaire, bien sûr, le malade, le problème aux hôpitaux, mais il y a aussi une crise de la santé, du concept et l'idée de santé. Cette crise de la santé, qu'est-ce que nous comprenons pour l'idée de santé? Et la santé, un rapport avec les technologies d'une façon double. D'abord, on a le diagnostic par l'image, on connaît tous, on a fait donc de TAP, des échographies, etc. Le rapport aussi avec la technologie qui permet que le médecin puisse connaître qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Le corps apparaît, donc on le voit d'une certaine façon avec les technologies, avec ce diagnostic de l'image. Mais par rapport à ce que nous sommes en train de dire ici, votre message, le tien, celui de Johanna, il y a un rapport avec la santé, pas seulement le diagnostic de l'image, mais aussi comment la santé se montre, c'est-à-dire cette relation porte sur ce que tu as dit. On a plus de capacités, on peut mieux contrôler les technologies, on pourra donc mieux maîtriser les rapports sociaux, et plutôt pendant le confinement, n'est-ce pas? De ce fait, j'ose dire, imaginons, par exemple, un confinement comme celui dont on a subi le futur sans les technologies. Sans technologie, qu'est-ce qu'on aurait donc subi? Est-ce que la stabilité psychologique aurait été plus solide? Plus de santé, moins de santé, sans les technologies, pendant le confinement? Comment on peut établir un rapport entre la maîtrise, notre conscience, savoir-faire, utilisation pas naïve des technologies et l'impact sur notre santé? Je pense que la pandémie met sur la table les questions de la santé en rapport avec des technologies. Et c'est une question pour toi, Johanna, pour toi aussi, Johanna. Quelle est la signification peut-être à échelle philosophique et politique? Qu'est-ce que cela suppose avoir une relation en santé avec les technologies? On a donc voit qu'il y a une société contrôlée numériquement. Il y a des choses qui s'activent sans demander de la permission. Parfois, on donne de la permission sans tout lire, même si on le lit. Donc, on ne peut pas tout comprendre. Il y a ce contrôle numérique qui finalement devient de la richesse, de recettes, de profits, de grandes corporations technologiques. Comment garder un rapport sain, en santé, avec les nouvelles technologies? Très bonne ta question. Une question assez compliquée, assez complexe, n'est-ce pas? C'est difficile d'imaginer qu'est-ce que c'est une relation saine lorsqu'on ne comprend pas la réalité, le complexe d'obtention des données, quelles sont les réalités on peut créer, quel sera l'impact. Finalement, on parle de choses si abstraites. Voilà, Google est en train de nous observer. Maintenant, Google sait qu'il y a 15 personnes qui se sont connectées. Donc, la capacité d'analyser les crises cardiaques. Mais quel sera l'impact? Quelles sont les réalités? On ne peut pas avoir accès à cette construction politique, sociale de l'ensemble des réalités. On ne peut pas le comprendre. On ne peut pas avoir accès. On ne le comprend pas. Donc, c'est un cercle, c'est le poisson qui se mord le thon d'une manière infinie. Donc, une relation qui serait plus en santé, c'est d'être capable de réagir et avoir quelque chose à dire.
et surtout imaginer de nouveaux modèles, des modèles dont on ne peut pas imaginer, on n'est pas capable, parce que ce sont des choses très opaques, très cachées. C'est difficile pour nous d'imaginer, même imaginer qu'on peut changer. Je pense qu'il y a une composante d'imagination. Avoir un rapport en santé vis-à-vis de la technologie, c'est une technologie qui pourra donc nous permettre d'imaginer des réalités qui seront d'autres réalités, pas seulement la réalité dont on voit. C'est assez compliqué, hein? C'est très complexe. Voilà. C'est-à-dire être capable de participer et aussi donc s'approprier. Tu es en train de souligner des points très clés, des points clés qui appartiennent à la philosophie du XXe siècle. Il ne faut pas la naïveté vis-à-vis de la technologie. Il y a une naïveté ontologique, politique qui nous montre d'une manière très puissante. Tu es dans le voie de l'art, dans le voie de l'activisme. Donc, comment s'approprier, n'est-ce pas, et faire en sorte que l'ensemble des données n'arrive pas à des grandes corporations qui utilisent les données pour des buts lucratifs économiques. Comment on le fait finalement? Parce qu'il n'y a pas de code souple. Je pense que les codes que nous avons sont très stricts, n'est-ce pas? Et comme tu avais dit, ce processus, la pandémie a accéléré beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait avec ce type d'accélération? Comment on peut donc tromper? Pourquoi il n'y a pas de ce type de code? Je pense que la taille, la dimension des choses est un problème. L'Internet est une des plus grandes infrastructures qu'on a bâties. C'est difficile, c'est très opaque, c'est très difficile à accéder. Elle est très grande. Il y a beaucoup de parties prenantes, des acteurs qui bâtissent Internet. Pas seulement Internet, toute l'économie des données. L'ensemble du système numérique et digital, il est très difficile de contrôler, maîtriser les processus. Lorsque les choses sont si lointaines, des choses qui se passent. Donc, vous avez vu des choses de Google. Alors, cette information est en train de voyager jusqu'aux États-Unis, des serveurs en Europe, on ne sait pas où ils s'y trouvent. Donc, cet obstacle d'avoir un rapport physique avec l'Internet est au bout du compte quelque chose qui complique beaucoup avoir de politiques qui ne facilitent pas la création, la promotion des politiques pour le respect de la sécurité des données, mais aussi la sécurité du corps, des émotions. C'est tout à fait difficile. Donc, il s'agit d'un élément dont on n'a pas un rapport direct physique. C'est difficile de savoir comment se protéger de cet élément. On ne sait pas comment se placer. C'est très complexe. C'est difficile à le raconter. Mais peut-être, Wendy, tu as des idées à partager avec nous? Non, mais par rapport à ce que tu dis, je lance maintenant une question pour toi, Wendy. Je ne sais pas si tu désires réagir à ce qu'on vient de dire, Wendy. Tu veux ajouter quelque chose? Sinon, je te pose une question. Tu veux réagir? Oui, juste dire une chose. Voilà. Pardon, j'ai une oreillette qui me fait mal à l'oreille. C'est bon? Oui. En fait, ce qu'on constate et ce que vous décrivez, c'est un phénomène qui est assez perturbant, je trouve, enfin qui donne à réfléchir. C'est-à-dire que depuis 10 mois, on a une perte de densité des rapports humains, du contact physique, et qu'en même temps, nos corps se rematérialisent sur Internet par un accroissement des données qui vont être diffusées à notre sujet. En France, nous avons depuis quelques années déjà sur le site de la sécurité sociale un dossier médical partagé où nos médecins, nos différents spécialistes peuvent accéder à notre dossier médical. Nous avons aussi l'application Stop Covid où nous déclarons avec qui nous avons été en contact, si nous sommes un cas contact, si nous sommes malades. Si nous passons des examens médicaux, les résultats nous sont transmis sur Internet et sont transmis automatiquement à nos médecins. Et beaucoup de nos interactions sociales maintenant se passent en ligne plus que... je ne suis pas avec vous, par exemple, ce soir. Donc, je n'ai jamais rencontré Johanna dans la vraie vie.
malgré l'exercice de simulation. Du coup, c'est comme si, d'un point de vue philosophique, tu nous demandais de dire ce qu'on en pensait, Xavier. C'est comme si, en fait, on se dématérialisait dans le monde réel, qu'on perdait en densité physique. Et par contre, notre identité en ligne, elle gagne en densité par le nombre d'informations qui sont récoltées sur Internet. Oui, voilà, c'est ça. Mais vous savez, cette matérialisation de notre corps, et j'oserais dire de notre identité digitale sur Internet, c'est ce qui Joanna nous a montré lorsqu'elle avait fait l'analyse de tout ce qu'il avait écrit. Elle disait que notre jeu numérique, notre identité numérique, lorsqu'on parle de la politique, de la philosophie, cela nous pose des questions très puissantes. Depuis longtemps, il y a beaucoup de critiques métaphysiques, politiques sur cette question du jeu. Notre race, notre genre, notre jeu de classe. Il y a une déconstruction de l'individualité, l'apparition des nationalismes qui sont des identités très fortes ont été toujours très critiquées lors des analyses de la théorie politique. Mais cette idée d'identité forte, des identités fermées, on parle de la porosité des identités, de l'identité liquide, la société liquide. Mais par contre, Joanna, il y a donc un jeu numérique très identitaire. Ici en Catalogne, maintenant, c'est assez donc populaire. On a donc l'appli Ma Santé en Catalogne, la Meva Salut. Donc on peut introduire les données. S'il y a quelqu'un comme toi, on peut avoir accès aux données de notre santé. Donc, c'est assez fort. Donc, il y a donc un jeu numérique qui va donc à l'encontre de la construction et des identités fortes que nous sommes en train de créer dans le monde réel. Il est tout à fait très intéressant cette perspective, mais finalement, on parle des identités. On n'a pas eu le temps de l'expliquer. Lorsqu'on voit de bases de données, il y a donc une figure très intéressantes qui sont le data brokers. Ce sont des sociétés qui ajoutent des données des endroits très différents. Il y a donc des agents qui sont capables de repérer les crises cardiaques, Jodjar qui analyse le mouvement de la souris, Google Analytics qui sont capables de créer une identité qui a un rapport avec un utilisateur, mais qui a des parties différentes qui sont en contact avec des caractéristiques d'autres individus. C'est-à-dire, on a notre carte d'identité numérique. Il y a donc de tranches d'activités différentes que tu peux faire. Tu peux être tué dans un moment précis. Tu peux voter Trump, mais tu peux avoir une maison à la campagne. Tu adores faire donc des gâteaux. Il y a des choses qui sont micro-divisées. Il y a des segments. Et donc, tu es cet ensemble de choses. Oui, tu as tout à fait raison, Joanna. Mais moi, je ne suis pas le page que je lis sur Internet. Est-ce que je sais ce que je lis? Tu es en train de lire le site Internet. Pas ce que tu lis, mais oui, ce sont les pages, ce que tu lis et comment tu lis le site Internet. Il y a donc une vision holistique, les temps que tu passes sur Internet, comment tu visites le site, qu'est-ce que tu fais Internet est tout à fait très important. Donc, l'économie numérique analyse le millimètre d'interaction des utilisateurs. On appelle cela en anglais micro-targeting, je ne sais pas comment dire en catalan, micro-ciblage, micro-fragmentation, oui, targeted, c'est la cible. Voilà, le cible. En espagnol, en catalan, oui, on le dit notre target. Target, on dit en espagnol, en catalan. Le target. Comment dire, le cible, voilà ça, hein? C'est ça l'idée, hein? Oui, les segments, oui, on dit le target en espagnol, voilà. Voilà. Même si on a des segments, il y a toujours la création d'une identité. Alors, je reprends les analyses qui ont été faites par Wendy dans les romans.
Et aussi dans les cours qu'elle fait à la fac. Si je ne me trompe pas, Wendy, tu n'es pas Wendy, n'est-ce pas, à la fac? Tu as changé ton prénom. Et j'ai entendu un podcast que tu as fait. Tu fais l'analyse de la pub aussi, des stéréotypes. Qu'est-ce qu'on peut dire vis-à-vis des stéréotypes lors de l'utilisation des technologies? Est-ce que, Wendy, tu as travaillé avec tes élèves cette question dans tes performances, dans tes essais? Tu as travaillé cette idée, si on est capable de créer cette identité numérique? Est-ce qu'il y a toujours donc des stéréotypes, n'est-ce pas? C'est ce qu'on disait avant. Alors, je vote pour Trump. Me motive cela. Je lis ce type de site. On peut donc créer une identité dont les grandes entreprises technologiques pourront donc stéréotyper. Ils vont donc me proposer des pubs. Donc, cette proposition de la pub, est-ce que donc reproduit les stéréotypes normatifs ou pas, Wendy? C'est une question un peu complexe, mais je pense qui est tout à fait intéressante. Alors, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, c'est une question intéressante. Oui, Wendy Delorme, c'est mon nom de plume à l'université. Je suis sous mon nom d'état civil, donc Stéphanie Cunard, et j'enseigne en sciences de l'information et de la communication, et je fais travailler les étudiantes et les étudiants, notamment en analyse de l'image, et donc je les fais travailler sur différents types de contenus médiatiques, dont des publicités. Des fois, on analyse des journaux télévisés, des fois, on analyse de la communication institutionnelle, gouvernementale, et des fois on travaille sur la publicité. Mais ce qui est intéressant quand on réfléchit aux données sur Internet, c'est que, et à la publicité et aux stéréotypes, c'est que je me disais en t'écoutant parler, en t'écoutant poser ta question, qu'on pourrait, rien qu'en collectant, en faisant une collection de toutes les publicités que j'ai rencontrées en ligne et qui m'étaient adressées, par exemple sur mon fil d'activité Facebook, je vais avoir des publicités. Et ce ne sera pas n'importe quelle publicité, ce seront des publicités spécifiques pour moi en tant que cible, puisque Facebook, Google, etc. ont rassemblé des informations sur moi. Et donc, pareil, sur Twitter, je vais avoir certaines publicités, sur Instagram aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on collectait toutes ces publicités, on pourrait avoir un résumé de ma vie, on pourrait faire une biographie, rien qu'à partir de ces publicités. Il y a 9 ans, j'ai mis au monde mon premier enfant. Et bizarrement, dans les mois qui ont suivi et dans les mois qui ont précédé mon accouchement, j'avais des publicités dans mon compte Gmail, dans mon Facebook, dans mon Twitter, pour des couches pour bébés. Et puis, quelques mois plus tard, j'avais des publicités pour des régimes. Puisqu'évidemment, après avoir eu un bébé, il faut maigrir, n'est-ce pas? En ce moment, j'ai beaucoup de publicités pour des séances de méditation, de bien-être, pour des séminaires de coaching contre la dépression. J'ai beaucoup de publicités pour des sites de rencontres. Donc voilà, ça vous explique comment ma vie a évolué depuis que j'ai eu un enfant et depuis qu'on est en pandémie. En fait, et toutes ces publicités, elles ne vous disent de moi que des variables marketing. Elles ne vous parlent pas de la complexité intime de ma vie, mais elles peuvent faire une sorte de portrait robot de ma vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que Johanna, quand elle a fait mon profil sur Internet, elle a trouvé que j'étais un homme de 24 ans avec des idées plutôt conservatrices, alors que je suis une femme de 41 ans, féministe, activiste, et plutôt avec des idées, à gauche, comme on dirait. Donc, finalement, il y a quelle est la fiabilité des données et à quoi on se résume en ligne? On se résume à une série de traits caractéristiques qui sont vraiment ciblés sur l'âge, sur le genre et sur des pratiques de consommation. Évidemment, on n'est pas que ça. D'accord. Est-ce que tu es d'accord? Voilà. Ils avaient cette construction de jeu numérique qui se base dans des stéréotypes de l'âge, orientation sexuelle, genre, même du sexe plutôt que genre. Oui, ce sont des paramètres encore très simples.
J'ai des doutes. Je pense qu'il y aura un niveau de complexité qu'on pourra donc analyser dans l'avenir. Notre identité numérique, notre jeu numérique ou digital, finalement, on peut ignorer ce type de complexité, mais finalement, on pourra donc te représenter lorsqu'on aura une assurance, lorsqu'on ira à la banque pour avoir un crédit. Donc, on aura une représentation de notre identité numérique. Pour l'instant, aujourd'hui, les conséquences ne sont pas si visibles, mais d'ici très peu, il y aura des conséquences plus évidentes. Voilà la question, hein, le problème. Maintenant, il est presque impossible d'inclure la complexité physique réelle des choses qu'on ne peut pas quantifier. Donc, l'identité numérique pourra donc quantifier. Je ne sais pas, Wendy, si tu avais donc une appli pendant que tu étais enceinte, est-ce que tu avais une application pour contrôler les phases d'accouchement? Bon, je ne sais pas si tu as cherché des informations sur l'accouchement. Parfois, des gestes simples en direct nous mènent à ce type de profil. Est-ce que tu avais dans ton portable ce type d'appli? Ta question est intéressante. Moi, ce qui m'a choqué à l'époque, c'est que justement, je n'avais rien posté sur Facebook, rien mis comme application dans mon téléphone. La seule chose que j'ai faite, c'est que sur l'ordinateur du travail, donc qui n'était même pas mon ordinateur personnel, je m'étais connectée quelquefois à un blog qui expliquait, à destination des futures mamans, et qui expliquait les différents stades de développement de l'embryon. Et je pense que j'ai aussi discuté sur Messenger avec mes amis en parlant de ma grossesse. Mais je n'avais rien posté de public, jamais. Parce que je m'étais entendue avec mes coparents, donc les personnes avec qui j'élève mon enfant, qu'on n'allait pas publiciser aucune photo, rien du tout. Donc ça veut dire que toutes ces données numériques qui ont été récoltées sur moi sont passées par l'ordinateur de mon travail et des applications de communication privées. Et donc elles ne sont pas privées. Non, elles ne sont pas même privées, elles ne sont pas privées. Mais le fait seulement d'avoir accès au blog, si tu fais le lien du blog, on pourrait même analyser les cookies, ça suffirait. Parce que la plupart des sites qu'on visite ont des rapports à des services de publicité de Google. C'est le service de publicité de réseau publicitaire le plus grand du monde. Seulement une fois, en ayant accès à ce type de blog, on fait partie de... Ce n'est pas nécessaire beaucoup de choses, hein, parce qu'on parle d'une grossesse, c'est quelque chose d'assez évident. Laissez-moi donc faire un commentaire et après on va passer la parole au public. C'est-à-dire, cette accélération dans donc l'obtention des données, le fait d'être fermé, les confinements, le couvre-feu, cette explosion en masse de l'utilisation de nouvelles technologies pendant le confinement, cela nous mène vers où? Est-ce qu'il y a des effets positifs ou seulement des effets négatifs après la pandémie? Johanna, toi aussi, Wendy, après cette perspective du travail des stéréotypes, tu as fait, quel est donc le discours après la pandémie? Qu'est-ce que vous imaginez après cette accélération d'obtention des données, cette naïveté en masse de l'utilisation de technologies qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous imaginez? Pensez-y si vous voulez. Si vous le préférez, je peux passer la parole au public parce que je suis tout à fait intéressant, pas seulement, n'est-ce pas, à penser, réfléchir sur cette accélération, mais voir comment notre rapport avec la santé a changé, le rapport avec les nouvelles technologies. Nous nous sommes rendus compte que le télétechnologie ne fonctionne pas, ne remplace pas le rapport social. On en a marre, on est saturé. C'est quelque chose de psychotique. Le mois de décembre, en janvier 2019, maintenant, j'ai un appel WhatsApp, on était très heureux. On ne peut pas remplacer le rapport réel.
Il y a donc des questions. D'abord, ce que tu disais, il y a ce moment de la complexité des rapports humains, la non-identité, n'est-ce pas? On ne pourra pas remplacer la technologie. On l'a donc le constaté à présent. C'est tout à fait très intéressant. Cela nous permettra de changer d'une manière très critique notre rapport avec les technologies. Et j'ai craint que cette complexité, on ne pourra pas la remplacer par les technologies qui possèdent la valeur des choses réelles. La valeur des technologies, cette complexité n'existera plus parce que la vérité des choses, donc, ne peut pas être remplacée. Qu'est-ce que tu penses? Bon, alors il nous faudra beaucoup de Joanna Moyles et beaucoup de Wendy Delors pour nous rendre compte. Finalement, c'est heurté avec la réalité. Je pense que c'est le contraire. Qu'est-ce que tu penses, Wendy? Il y a donc une diatopie. Les technologies ne suffisent pour entretenir les rapports sociaux. Les technologies nous mènent vers une psychose, des niveaux de stress, des tensions, de solitude énormes. N'est-ce pas? C'est intéressant. La question, on me l'a posée il n'y a pas très longtemps. C'est un journaliste français qui s'appelle Richard Guettet, qui fait un podcast pour une radio qui s'appelle Radio Nova. Son podcast s'appelle L'Arche de Nova et il demande aux participants d'écrire des textes de 6 minutes pour imaginer le futur. Et en fait, on est dans un rapport très intense avec le futur et avec l'après-pandémie. Sauf que si on écoute la radio tous les jours comme je le fais, on se rend compte que l'après-pandémie, c'est quelque chose d'assez flou et que ça n'est pas forcément quelque chose qui va arriver bientôt. Et en même temps, il y a un rapport très compulsif en ce moment à qu'est-ce qu'on fera après, imaginer le futur, etc. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire du présent qu'on vit actuellement. On est dans un refus du présent qu'on vit actuellement qui n'est pas supportable, parce qu'on est dans une situation qui est acceptée pour des raisons sanitaires, mais tout ce que les populations subissent, ce sont des conditions de vie qui ressemblent à des conditions de vie qui sont vécues lors des dictatures. Tout ce que nous vivons actuellement, ce sont des conditions de vie qui n'existent que sous les dictatures. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes dans une dictature en France. Je suis en train de dire que les mesures mises en place pour des raisons sanitaires ressemblent aux mesures mises en place par les dictatures pour contrôler leur population et pour soumettre leur population. Et on ne peut pas penser cette réalité comme étant notre réalité. On est obligé de penser qu'il va y avoir un après et on s'accroche à ça. Et c'est pour ça qu'on accepte la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. On ne subit pas le présent, on ne supporte pas le présent. Depuis beaucoup de perspectives, l'écriture, la performance, la théorie politique, la philosophie, on n'accepte pas notre présent, qui est presque dictatorial. Comme tu as dit, on veut utiliser ce qui est en train de se passer comme un événement politique, c'est-à-dire pour nous rendre compte qu'il faut des changements. Le passé avant la pandémie n'était pas l'idéal. Le présent, c'est presque une dictature. L'avenir, on peut le guider grâce à ce que nous sommes en train d'apprendre sur ce type de circonstances dictatoriales. On ne supporte pas le présent. La pandémie, c'est un événement politique qui nous sert à nous rendre compte des choses et les changer. La force de la pandémie à l'échelle de la santé, la technologie, les stéréotypes possèdent cette force de cette pandémie. On a accéléré, on utilise ces points pour voir ce qu'on n'aimait pas de la phase avant la pandémie, qu'est-ce que nous ne voulons pas après la pandémie. C'est notre responsabilité de le décider. Je ne sais pas. C'est trop complexe. Hein? Peut-être quelqu'un de notre cher public a des réponses. Oui. Très intéressante, Xavier. Je suis en train de réfléchir beaucoup. J'essaie de trouver des réponses. Wendy. Là, le dialogue avec toi. Sembla que hem de tancar el diàleg amb Lyon. Il faut couper la connexion avec Lyon. Bien, on va essayer d'avancer. Je ne sais pas si on doit te dire au revoir, Wendy. Merci beaucoup de ta présence, Wendy. Merci beaucoup de ton travail, de tes romans. Je me réjouis. Et donc, j'espère qu'on pourra se revoir d'ici très peu. Merci. Je suis heureuse de vous avoir rencontré
et de ces moments partagés avec vous, même si c'était virtuel. C'était un vrai bonheur. Merci Johanna, merci Xavier. Merci à toi, Wendy. Gràcies, Wendy. Merci, Wendy. Vale, doncs no sé, obrim el torn a veure si hi ha preguntes de la sala sobre tot el que hem dit o que hem intentat dir i el que hem mostrat. Est-ce qu'il y a des questions?